La cloche de l'école résonna dans le couloir vide. Les élèves étaient déjà partis depuis longtemps. Mais Julien restait là, rangeant les copies sur son bureau, fatigué, la lumière blafarde du néon clignotant au-dessus de lui. Il s'apprêtait à fermer la classe quand il entendit un sanglot étouffé. Un bruit fragile, presque imperceptible. Il se figea. « Qui est là » demanda-t-il doucement. Pas de réponse. Il suivit le son, ses pas résonnant dans le silence. Derrière la porte de la salle d'art, il trouva une petite fille, recroquevillée dans un coin, les genoux serrés contre elle. Ses épaules tremblaient. « Et, tout va bien » Elle leva les yeux. Des yeux rougis, mouillés, d'une tristesse profonde. « Je veux pas rentrer à la maison » murmura-t-elle. Julien s'accroupit à sa hauteur. « Pourquoi ? Tes parents vont s'inquiéter, tu sais ?» Elle secoua la tête, les larmes recommençant à couler. « Papa, il ne parle plus depuis que maman est partie. Il reste assis, toute la journée, devant la fenêtre. » Julien sentit sa gorge se serrer. Il reconnut cette douleur. Cette absence. Il posa doucement sa main sur l'épaule de la fillette. « Comment tu t'appelles ?»« Léa. »« D'accord, Léa. Écoute, il est tard. Si tu veux, je peux te raccompagner chez toi. » Elle hésita, puis hocha lentement la tête. Le vent de fin d'après-midi soufflait fort dehors. Ils marchaient côte à côte, la petite serrant son cartable comme un bouclier. Arrivé devant une grande maison au portail noir, Julien resta un instant figé. Une demeure riche, trop riche pour une élève de son école. Léa baissa la tête. « C'est ici. » Julien s'agenouilla, essayant de sourire. « Tu veux que je parle à ton père ?»« Non » s'écria-t-elle soudain, apeurée. Ses yeux s'emplirent de panique. « Il n'aime pas qu'on vienne. Il dit que les gens veulent juste sa pitié. » Julien resta silencieux un instant. Il posa une main rassurante sur son épaule. « Je ne veux pas sa pitié, Léa. Je veux juste m'assurer que tu vas bien. » Elle hésita, puis lui ouvrit lentement le portail. À l'intérieur, le silence. Aucune lumière, sauf celle d'une lampe restée allumée dans le salon. Sur le canapé, un homme. Grand, les épaules affaissées, le regard vide. Julien s'approcha. « Monsieur ? Je suis l'instituteur de Léa. Je la raccompagnais, elle était un peu bouleversée à l'école. » L'homme leva lentement les yeux. Son visage portait les traces d'un chagrin ancien, profond. Un homme brisé. « Merci, » dit-il d'une voix grave. « Léa, monte dans ta chambre, s'il te plaît. » La petite fille s'éloigna en courant, soulagée. Julien resta debout, mal à l'aise. Elle semblait vraiment triste. « Je me suis inquiété. » L'homme acquiesça lentement. « Elle a raison. Depuis la mort de sa mère, je n'arrive plus à être présent. » Un silence. Julien baissa les yeux. « Je comprends. » L'homme releva la tête, intrigué. « Vous comprenez ?» Julien hocha. « J'ai perdu ma femme aussi. Il y a 3 ans. Cancer. Et depuis, je donne cours, pour ne pas penser. Pour me sentir utile. » L'homme resta immobile. Ses traits se détendirent légèrement. « Vous êtes un homme bien, monsieur ?» Morel. Julien Morel. Un léger sourire apparut sur le visage du père. « Morel, merci pour ce que vous avez fait pour ma fille. Peu de gens auraient pris cette peine. » Julien hocha la tête. « Elle est brillante. Et forte. Elle a juste besoin de retrouver la lumière autour d'elle. » Il fit un pas vers la porte. Mais avant qu'il ne sorte, la voix de l'homme retentit. « Monsieur Morel, attendez. » Julien se retourna. « Si jamais, vous avez un moment, revenez dîner. » Léa parle rarement à quelqu'un avec autant de confiance. Julien hésita, puis sourit doucement. « Avec plaisir. » Il s'en alla, sans savoir que l'homme qu'il venait de rencontrer était Marc Delcourt, PDG d'un des plus puissants groupes du pays. Et que son geste simple venait de changer leur destin à tous les 3. Le lendemain, à l'école, Léa entra en classe, un petit sourire discret sur les lèvres. Julien remarqua immédiatement la différence. « Bonjour, Léa. Bien dormi ?» Elle acquiesça timidement. « Papa m'a parlé hier soir, pour la première fois depuis longtemps. » Julien sentit une chaleur douce lui traverser le cœur. Mais à la porte, quelqu'un observait la scène. Marc Delcourt, vêtu d'un costume sombre, l'air grave. À la fin du cours, il attendit que les élèves sortent, puis entra. « Monsieur Morel, j'aimerais vous parler. » Julien fronça les sourcils. « Bien sûr. Quelque chose ne va pas ?» Marc le fixa intensément. « Vous avez aidé ma fille, mais c'est moi qui ai besoin d'aide. » Julien resta silencieux. Marc sortit une enveloppe. « Je veux vous proposer quelque chose. Un poste particulier. Pas seulement comme professeur. » Julien fronça les sourcils. « Quel genre de poste ?» Marc se pencha, sa voix basse et sérieuse. « Venez vivre chez nous. Devenez le tuteur de Léa. Je veux qu'elle retrouve la joie de vivre. Et je crois que vous êtes la seule personne capable de lui redonner ça. » Julien resta figé,
incapable de répondre. L'idée semblait folle, mais dans les yeux de Marc, il vit une sincérité désespérée. Réfléchissez, ajouta Marc calmement. Léa vous adore déjà. Et moi, j'ai besoin qu'elle rie à nouveau. Julien sentit son cœur se serrer. Il savait ce que signifiait cette solitude. Mais il ignorait encore à quel point cette décision allait bouleverser sa propre vie. Car derrière la façade du luxe, un secret plus sombre attendait d'être révélé. Et cette nuit-là, alors qu'il rentrait chez lui, un message anonyme arriva sur son téléphone. Ne fais pas confiance à Marc Delcourt. Julien resta immobile, l'écran brillant dans le noir. Le vent soufflait dehors. Quelqu'un savait déjà qu'il venait de franchir une frontière invisible. Julien fixa longtemps l'écran de son téléphone. Le message clignotait encore. Ne fais pas confiance à Marc Delcourt. Son cœur battait trop fort. Il relut la phrase plusieurs fois, cherchant un sens. Qui pouvait bien lui envoyer ça? Et pourquoi? Il leva les yeux vers la fenêtre. La nuit avalait la ville, les lampadaires formaient des halos tremblants sur le trottoir mouillé. Un frisson lui traversa le dos. Il posa lentement le téléphone sur la table, se servit un verre d'eau, mais sa main tremblait. Le nom de Delcourt, il l'avait déjà entendu. Un empire industriel. Des journaux, des usines, des rumeurs de scandale. Mais tout cela paraissait si loin de ce qu'il avait vu hier, un père brisé, une enfant seule. Il soupira. C'est sûrement une blague, murmura-t-il. Mais au fond de lui, quelque chose résista à cette explication. Une intuition glacée. 2 jours plus tard, il accepta l'invitation. Le manoir Delcourt s'élevait sur la colline, majestueux et triste à la fois. Un domestique ouvrit la porte avant même qu'il ne frappe. Monsieur Morel, bienvenue. Monsieur Delcourt vous attend dans le salon. Julien entra. Les murs étaient couverts de tableaux anciens, et un parfum discret de bois ciré emplissait l'air. Léa accourut en courant, un large sourire sur le visage. Monsieur Julien. Elle le serra fort, sans gêne. Julien sourit, surpris par tant d'affection. Eh bien, je crois qu'on est déjà amis. Marc Delcourt apparut alors, vêtu simplement, une chemise blanche, le regard plus apaisé que la première fois. Merci d'être venu. Léa ne parle plus que de vous depuis 3 jours. Julien hocha la tête. Elle a une belle énergie. Elle a juste besoin de sentir qu'on l'écoute. Marc sourit légèrement, puis fit signe au domestique. Le dîner est servi. Autour de la table, l'atmosphère était étrangement douce. Marc posait parfois son regard sur sa fille avec une tendresse maladroite, comme s'il réapprenait à aimer. Julien parlait peu, observant la relation qui se reconstruisait sous ses yeux. Mais un détail l'intrigua. Sur la cheminée, un grand portrait d'une femme. Les yeux sombres, le sourire mélancolique. La mère de Léa. Julien sentit un pincement au cœur. Elle était magnifique, dit-il doucement. Marc leva les yeux vers le portrait. Oui. C'était tout pour nous deux. Et quand elle est partie, le reste s'est effondré. Sa voix se brisa. Il se tut, le regard perdu. Léa posa sa petite main sur celle de son père. Julien détourna les yeux, ému. Mais alors, un bruit étrange retentit. Un claquement de porte, au fond du couloir. Marc fronça les sourcils. C'est le vent, dit-il rapidement. Pourtant, le regard de Léa changea. Un frisson passa sur son visage. Non, papa, c'est encore le grenier. Marc se leva brusquement. Léa. Ce n'est rien. Ne recommence pas avec ces histoires. Julien sentit la tension monter. Le grenier? Marc se tourna vers lui, sec. Rien d'important. Une vieille pièce qu'on n'utilise plus. Il essaya de sourire, mais sa mâchoire tremblait. Julien sentit, sans comprendre pourquoi, qu'il venait d'effleurer quelque chose qu'il ne devait pas toucher. Plus tard dans la soirée, alors que Léa s'était endormie, Marc accompagna Julien vers la sortie. « J'aimerais vraiment que vous acceptiez le poste, dit-il. Léa a besoin d'une présence. Et je vous offrirai tout ce qu'il faut: logement, salaire, liberté totale pour vos méthodes. » Julien hésita. Il pensait encore au message anonyme. Mais il voyait Léa rire, enfin heureuse. « D'accord, » répondit-il finalement. « Je le ferai. » Marc serra sa main avec gratitude. « Merci, Julien. Vous ne le regretterez pas. » La première semaine passa vite. Julien s'installa dans une chambre d'amis, donnant sur le grand parc. Léa retrouvait peu à peu la joie, elle dessinait, riait, posait 1000 questions. Mais chaque soir, quand la maison sombrait dans le silence, Julien entendait le même bruit. Un craquement. Toujours au même endroit, le grenier. Un soir, il décida d'y monter. Il prit une lampe de poche, gravit lentement les escaliers étroits. Chaque marche grinçait comme un avertissement. La porte du grenier était entr'ouverte. Un souffle glacé s'en échappait. Julien poussa doucement la porte. La lampe balaya la poussière, les vieux meubles, les toiles d'araignée. Rien, sauf une boîte, posée sur une table au centre.
Il s'approcha, intrigué. Sur le couvercle, un nom gravé à la main, Élise Delcourt. Le cœur de Julien s'arrêta un instant. La femme du portrait. Il ouvrit lentement la boîte. Dedans, des lettres, des photos, et une alliance brisée. Et au fond, un petit carnet noir. Il l'ouvrit. Les premières pages étaient couvertes d'une écriture fine, élégante. Mais plus il lisait, plus son souffle se bloquait. Des phrases coupées, des mots effacés. Il m'observe. Marc change, il me cache quelque chose. Si quelque chose m'arrive, regarde sous la fenêtre du grenier. Julien releva la tête, le cœur battant à tout rompre. Sous la fenêtre? Il approcha, écarta la poussière du sol, chercha du regard. Puis il vit une petite trappe, dissimulée sous une planche. Il posa la main dessus. Un froid glaçant lui mordit les doigts. Quand il souleva la trappe, une odeur forte, ancienne, monta aussitôt. Et dans la pénombre, quelque chose brillait faiblement. Un médaillon, couvert de sang séché. Julien recula brusquement, la gorge serrée. Derrière lui, la porte grinça. Lentement. Très lentement. Et une voix murmura dans l'obscurité. Je vous avais dit de ne pas lui faire confiance. Julien se figea. La lampe tremblait dans sa main. La voix venait de derrière la porte, basse, presque chuchotée. Il sentit son cœur s'arrêter. Qui est là? Lança-t-il d'une voix étranglée. Silence. Puis des pas, légers, qui s'éloignèrent dans le couloir. Le grenier retomba dans un calme glacé. Julien resta un moment sans bouger, incapable de respirer. La voix n'était ni celle de Marc, ni celle de Léa. C'était une voix de femme. Il baissa à nouveau les yeux sur le médaillon. Dessus, gravé à peine visible sous la poussière, 2 initiales entremêlées. E.D. Élise Delcourt. Il sentit une sueur froide couler le long de son cou. Les mots du carnet résonnaient dans sa tête. Si quelque chose m'arrive, regarde sous la fenêtre du grenier. Quelque chose lui était arrivé. Et Marc ne lui avait rien dit. Il remit le carnet dans la boîte, la referma doucement, puis descendit les escaliers. Chaque marche semblait hurler sous ses pas. Le lendemain matin, Marc l'attendait dans la salle à manger. Vêtu impeccablement, il souriait comme si de rien n'était. « Bonjour, Julien. Bien dormi ?» Julien le regarda, silencieux. Le contraste entre son calme et ce qu'il avait découvert la veille lui donna presque la nausée. « Oui, plutôt bien, » mentit-il. Marc versa du café, l'air détendu. Léa a fait de beaux progrès. Elle parle davantage, elle mange mieux. Vous avez fait un miracle. Julien esquissa un sourire forcé. J'essaie simplement de lui donner un peu d'attention. Marc le fixa, pensif. Vous savez, vous me rappelez quelqu'un, mon épouse. Elle aussi, croyait profondément en la bonté des gens. Julien sentit un frisson lui parcourir les épaules. Il décida de risquer une question. Elle vous manque, n'est-ce pas? Marc resta immobile. Ses doigts se crispèrent autour de sa tasse. Chaque jour. Mais certains souvenirs doivent rester enfouis. Julien capta l'ombre de colère dans sa voix. Il n'insista pas. Mais dans son esprit, la trappe, le carnet, le médaillon, tout tournait comme un engrenage infernal. À midi, Léa vint le chercher pour la promenade quotidienne. Ils longèrent les jardins, un vent doux soulevant les feuilles mortes. « Monsieur Julien, dit-elle soudain, d'une voix timide. « Oui. Vous êtes monté au grenier hier soir ?» Julien s'arrêta net. Son cœur fit un bond. « Pourquoi tu me demandes ça ?» Léa regarda le sol, triturant les manches de son pull. « Parce que, je vous ai entendu. Et, maman aussi, je crois. » Julien la regarda, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Parfois, la nuit, elle m'appelle. Elle dit mon nom. Elle veut me protéger de quelque chose. Le vent s'arrêta. Le silence s'épaissit. Julien sentit un froid étrange dans l'air. Léa? Je le sais, continua-t-elle doucement. Papa dit qu'elle est partie, mais je sais qu'elle est encore là. Julien posa une main sur son épaule. Tu as peut-être rêvé. Les rêves sont forts quand on aime quelqu'un. Elle leva les yeux vers lui. Ce n'est pas un rêve. La dernière fois, elle m'a dit, ne laisse pas ton père recommencer. Julien sentit son sang se glacer. Recommencer quoi? Léa haussa les épaules, les larmes montant. Je sais pas, mais elle avait peur. Cette nuit-là, Julien ne dormit pas. Il relisait encore et encore les pages du carnet d'Élise. Certaines phrases semblaient codées. Des mots abrégés, des initiales, des dates. Puis il remarqua une ligne presque effacée, griffonnée sur la dernière page. Le contrat, ils m'ont forcé. Marc n'a jamais su. Son cœur battit plus fort. De quel contrat parlait-elle? Et qui il sortit sur la terrasse pour respirer. Le manoir dormait, toutes les fenêtres éteintes, sauf une. Celle du bureau de Marc. Julien distingua une silhouette penchée sur un dossier, la lumière du bureau éclairant son visage dur.
Marc parlait au téléphone, nerveusement. Julien tendit l'oreille. Non, je vous ai dit que tout est sous contrôle. Non, personne ne doit savoir pour Élise. Pas même la fille. Surtout pas ce professeur. Julien sentit le sol se dérober sous lui. Il recula, le souffle coupé. Ses doigts tremblaient. Alors, le message anonyme disait vrai. Il retourna dans sa chambre, s'assit sur le lit, le cœur battant à tout rompre. Il devait comprendre ce qu'il s'était passé. Mais comment? Soudain, un léger clic le fit sursauter. Quelqu'un avait ouvert la porte. Une silhouette entra, lentement. C'était Marc. Il souriait, mais son regard était froid. « Julien, dit-il d'une voix calme. Vous ne dormez pas? Non, j'avais du mal à trouver le sommeil. Marc entra un peu plus, refermant la porte derrière lui. Je comprends. Cette maison peut être oppressante. Un silence. Puis, d'un ton presque doux. Dites-moi, Julien. Vous êtes monté au grenier hier soir? Julien sentit son estomac se tordre. Le grenier? Non, pourquoi? Marc s'approcha lentement. Ses yeux ne souriaient plus. Parce que j'ai remarqué des traces de pas. Et la boîte d'Élise a été déplacée. Julien chercha ses mots. Peut-être Léa? Marc secoua lentement la tête. Léa n'y monte jamais. Un silence lourd. Puis il posa une main sur son épaule. Je vous conseille de ne pas fouiller dans le passé, Julien. Certains souvenirs tuent ceux qui les réveillent. Julien déglutit, sans oser bouger. Marc recula, souriant à nouveau comme si de rien n'était. Bonne nuit, monsieur Morel. La porte se referma doucement. Julien resta seul, pétrifié. Dans le silence, il entendit encore le cliquetis de la serrure. Marc venait de verrouiller sa porte, de l'extérieur. Julien resta figé sur le lit, incapable de respirer. Le bruit sec du verrou claqué résonnait encore dans sa tête. Il tendit la main vers la poignée. Rien. La porte ne s'ouvrait plus. Un frisson glacé lui parcourut la colonne. Marc venait de l'enfermer. Il fit quelques pas dans la chambre, le cœur battant à s'en fendre. Que savait Marc? Avait-il découvert qu'il avait lu le carnet? Et cette voix dans le grenier? Qui était-ce vraiment? La lampe de chevet vacilla. Une coupure de courant soudaine plongea la pièce dans l'obscurité totale. Puis, au loin, un léger bruissement. Comme un pas, juste derrière le mur. Julien prit sa lampe de poche et la balaya autour de lui. Rien. Sauf cette sensation étrange, d'être observé. Il s'approcha de la fenêtre. Le jardin s'étendait en contrebas, sombre et immense. Et là, au bord des arbres, il vit une silhouette. Une femme. Immobile. Ses cheveux flottaient au vent. Julien cligna des yeux, la silhouette avait disparu. Non, impossible, murmura-t-il. Il posa la main sur la vitre. Elle était froide comme la glace. Une trace s'y forma alors, lentement, comme tracée de l'autre côté du verre. Une phrase. Protège Léa. Julien recula, les yeux écarquillés. Le souffle court, il sentit la peur lui serrer la gorge. Mais en même temps, une détermination nouvelle s'alluma en lui. À l'aube, la serrure fut déverrouillée. Julien fit semblant de dormir quand Marc entra. « Vous dormez encore » demanda-t-il d'un ton faussement léger. Julien se redressa, feignant la surprise. « Oh, j'ai dû m'endormir tard. » Marc sourit. « Vous devriez faire attention. Les nuits ici sont longues, et on s'y perd facilement. » Julien hocha la tête sans répondre. Mais à l'intérieur, il bouillonnait. Ce sourire, ce ton, tout sonnait faux. Il décida d'agir. Dès que Marc partit pour son bureau, il rejoignit Léa dans le jardin. « Léa, dit-il doucement, est-ce que ta mère gardait un endroit secret? Quelque chose qu'elle ne montrait à personne? » La petite hésita, triturant un bouton de sa veste. « Si, je crois. Dans le vieux cabanon, près du lac. Elle y allait quand elle voulait être seule. Papa disait que c'était son monde. » Julien sentit une tension dans sa poitrine. Le lac. Il ne l'avait jamais vu. Le chemin était envahi de ronces et de feuilles mortes. Personne n'y était venu depuis longtemps. Au bout du sentier, il découvrit un petit cabanon en bois, à moitié effondré. La porte grinça en s'ouvrant. Une odeur d'humidité et de fleurs fanées l'enveloppa. Il balaya la pièce de sa lampe. Des livres, des croquis, et au centre, une table couverte de lettres non envoyées. Il en prit une. Sur l'enveloppe. À remettre à Léa, si je disparais. Ses mains tremblaient. Il l'ouvrit. Ma chérie, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Ton père t'aime, mais il est perdu. On lui a pris quelque chose qu'il ne peut pas oublier. On m'a obligé à signer un contrat, pour sauver sa société. Mais j'ai découvert la vérité trop tard. Les hommes derrière Marc ne reculeront devant rien. Si un jour quelqu'un t'aide, montre-lui le collier. Lui seul pourra comprendre. Julien serra la lettre contre lui. Le collier. Le médaillon du grenier. Un bruit de pas à l'extérieur le fit sursauter.
Il se glissa derrière la porte, retenant son souffle. Les pas approchaient, lents, lourds. Une ombre passa devant la fenêtre. Puis la voix de Marc, froide et tranchante. « Julien, je sais que vous êtes là. » Julien sentit son cœur se figer. Marc poussa lentement la porte, son visage à moitié éclairé par la lumière du jour. « Vous fouillez dans les affaires de ma femme, maintenant ? » « Je voulais juste comprendre, » répondit Julien, la gorge serrée. Elle avait peur, Marc. Elle écrivait que quelqu'un la menaçait. Marc s'avança d'un pas. Elle était malade. Obsédée. Elle voyait le mal partout. Julien serra la lettre dans sa main. Non. Elle disait la vérité. Et vous le savez. Marc s'arrêta, le regard dur. Un silence tendu, presque étouffant. Vous ne comprenez rien, murmura-t-il enfin. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour Léa. Pour la protéger. La protéger de quoi ? Cria Julien. Marc leva lentement les yeux vers lui. De la même chose qui a pris sa mère. Julien recula, abasourdi. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Marc s'approcha encore, baissant la voix. Ce contrat n'était pas un simple papier. C'était un pacte. Une dette. Et elle s'est sacrifiée pour nous sauver. Julien sentit le sol vaciller sous ses pieds. Marc posa une main sur son épaule. Vous auriez dû rester en dehors de tout ça. Puis, soudain, un cri éclata au loin. Un cri d'enfant. Léa. Marc et Julien se figèrent, se regardèrent. Le cri résonna à nouveau, plus fort, désespéré. Ils se mirent à courir à travers le jardin, les branches fouettant leurs visages. La voix de Léa venait du manoir, du grenier. Quand ils atteignirent l'escalier, la porte du grenier claquait violemment, comme sous des coups invisibles. « Papa » hurla Léa derrière la porte. « Papa, elle est là » Marc hurla. Léa, écartée. Mais à l'instant où il posa la main sur la poignée, la lumière s'éteignit. Un froid surnaturel envahit l'air. Et dans le noir, une voix de femme murmura, tout près de Julien. « Tu aurais dû me laisser dormir. » La voix traversa l'air comme un souffle glacé. Julien sentit son cœur s'arrêter net. Le noir complet enveloppait le grenier. Seul le halètement de Léa, de l'autre côté de la porte, brisait le silence. « Maman » chuchota la petite voix. Julien n'osa pas bouger. Marc, lui, resta figé, la main sur la poignée, le visage tendu, les yeux perdus dans le vide. Un craquement sec. La porte du grenier s'ouvrit d'elle-même. Lentement, très lentement, une rafale glacée s'engouffra dans le couloir. La lampe de Julien s'éteignit aussitôt. Et, dans l'obscurité, une silhouette se dessina, floue, pâle, presque translucide. Une femme. Ses cheveux flottaient comme dans l'eau. Son visage n'était qu'une ombre, mais Julien reconnut les traits du portrait. Élise Delcourt. Léa hurla, se jetant dans les bras de Julien. Marc tomba à genoux, blême, incapable de détourner le regard. Élise, murmura-t-il, la voix brisée. La silhouette s'avança, ses pas ne produisant aucun son. Quand elle parla, sa voix résonna dans toute la pièce, grave et tremblante. « Tu as brisé ta promesse, Marc. » Marc trembla. « Non, j'ai fait ce que je devais faire. Pour toi. Pour elle. Tu m'as laissé seul, dit-elle lentement. Tu savais qu'il viendrait. » Julien serra Léa contre lui. Le vent hurlait maintenant dans le grenier, soulevant les papiers, faisant claquer les volets. « Qui il » demanda Julien d'une voix forte. « Qui vous a fait ça ?» La silhouette se tourna vers lui. Ses yeux, deux abîmes sans fond, le fixèrent. Les hommes du contrat. Ceux qui ont lié son nom, à ma mort. Julien sentit la sueur couler le long de son dos. Marc se leva brusquement, criant. « Assez. C'est moi qu'il voulait, pas toi. C'est moi qui devais mourir, pas toi. » La silhouette avança d'un pas. « Et pourtant, c'est moi qui suis resté ici. » Julien sentit le sol vibrer sous ses pieds. Le grenier semblait respirer, gémir. Une force invisible faisait trembler les murs. « Maman !» cria Léa. « Arrête, s'il te plaît. Papa a changé. » Le fantôme se figea. Son regard se posa sur la fillette. Puis, lentement, ses traits s'adoucirent. « Mon ange, tu ne devrais pas être ici. » Elle leva la main, un geste délicat. Un souffle lumineux enveloppa Léa, presque protecteur. Marc fit un pas en avant, les larmes aux yeux. « Élise, écoute-moi, si je pouvais tout recommencer, je donnerais tout pour te ramener. » Elle se tourna vers lui, la lumière faiblissant autour d'elle. Ce qui est brisé ne peut être réparé, mais ce qui est pur peut encore être sauvé. Son regard se posa sur Julien. « Vous, monsieur Morel, protégez-les. Ils vous chercheront. » Julien sentit sa gorge se serrer. « Qui il ? Qui va venir ?» Mais déjà, la silhouette reculait, se dissipant lentement dans la lumière du matin qui filtrait par la fenêtre. Avant de disparaître, elle murmura une dernière phrase, à peine audible. « Dans le coffre,
sous la pierre blanche. Puis, plus rien. Le silence. Un calme irréel, presque sacré. Léa pleurait doucement contre le torse de Julien. Marc restait immobile, le regard perdu vers le vide. Elle est partie, murmura-t-il. Julien prit une longue inspiration. Non. Elle nous a laissé quelque chose. Quelques heures plus tard, ils se rendirent ensemble dans le cimetière privé, derrière la maison. Sous un grand chêne, une pierre blanche portait une simple inscription. Élise Delcourt, 1987 à 2020. Julien s'agenouilla. Il chercha du regard un signe, un indice. Puis, remarquant une fissure au pied de la pierre, il écarta doucement la terre. Ses doigts touchèrent du métal. Un petit coffre, scellé par un cadenas rouillé. Marc resta en arrière, tremblant. Julien força le cadenas avec une pierre. Le couvercle céda dans un grincement. À l'intérieur, une clé, un dossier et une photo. La photo montrait Marc, plus jeune, serrant la main d'un homme inconnu en costume noir. Au dos, un mot écrit à la main. Société Luxor, tout commence ici. Julien fronça les sourcils. C'est quoi, Luxor? Marc recula, blême. Ne prononcez pas ce nom. Julien le fixa. Pourquoi? Qui sont-ils? Marc posa une main sur sa tête, la voix brisée. Ceux qui m'ont tout pris. Ceux pour qui Élise a signé. Un coup de tonnerre retentit au loin. Le vent se leva brutalement, faisant voler les papiers du dossier. Julien en attrapa un. C'était un contrat. À la signature d'Élise Delcourt, en dessous, un sceau. Luxor Industries, propriété génétique et succession expérimentale. Son sang se glaça. Propriété génétique? Marc le regarda droit dans les yeux, désespéré. Ce n'était pas une société ordinaire. C'était un laboratoire. Il voulait notre fille. Julien recula, abasourdi. Léa, silencieuse, les observait, une larme coulant sur sa joue. Moi? Pourquoi moi? Marc tomba à genoux. Parce qu'ils t'ont créé, ma chérie. Ta mère et moi, on a signé sans comprendre. Tu étais le fruit d'un projet. Mais pour nous, tu étais notre miracle. Julien sentit la terre se dérober sous lui. Un grondement au loin, des phares apparurent derrière les arbres. Des voitures noires s'approchaient du domaine. Marc pâlit. Trop tard, ils savent. Julien attrapa Léa par la main. On doit partir. Maintenant. Marc se leva, le regard déterminé. Emmenez-la. Moi, je les retiens. Non. Protesta Julien. Faites ce que je dis. Hurla Marc. C'est pour elle. Pour qu'elle vive libre. Le bruit des moteurs approchait. Des silhouettes armées descendaient déjà des véhicules. Marc regarda une dernière fois sa fille, le regard rempli d'amour. Dis-lui que je suis désolé. Julien prit Léa dans ses bras et courut vers le bois derrière le cimetière. Le tonnerre éclata. Derrière eux, un cri déchira l'air. Et quand Julien se retourna, la maison Delcourt brûlait déjà. Le feu dévorait le manoir Delcourt. Les flammes grimpaient jusqu'au ciel noir, illuminant les arbres d'une lumière rouge sang. Julien courait, serrant Léa contre lui, ses jambes lourdes, ses poumons en feu. Derrière eux, des coups de feu claquaient. Les silhouettes noires avançaient, méthodiques, implacables. Plus vite, Léa! Cria-t-il. La petite hocha la tête, essoufflée, les larmes coulant sur ses joues. Leur seule issue, la forêt. Les branches griffaient leurs visages, le sol boueux glissait sous leurs pas. Au loin, une explosion retentit. Le manoir venait d'éclater dans une gerbe de flammes. Julien s'arrêta une fraction de seconde, se retourna. Marc? Une boule de feu monta dans le ciel, avalant tout. Le père s'était sacrifié. Ils atteignirent enfin une route isolée. Une vieille station-service abandonnée se dressait au bord du chemin. Julien força la porte, fit entrer Léa. Reste là. Je vais vérifier si on peut se cacher quelques heures. La petite s'assit dans un coin, serrant son sac d'école contre elle. Son regard vide fixait le sol. Papa va revenir? Demanda-t-elle d'une voix faible. Julien s'accroupit devant elle. Ton père t'aime, Léa. Il t'a protégée jusqu'à la fin. Elle hocha la tête, les lèvres tremblantes. C'est à cause de moi que maman est partie, hein? Julien sentit son cœur se briser. Il prit sa main. Non, ma chérie. Ce n'est pas ta faute. Tu es la seule chose pure qu'ils aient jamais faite. C'est pour toi qu'ils se sont battus. Elle plongea son regard dans le sien. Alors pourquoi ils veulent m'attraper? Julien inspira profondément. Parce que tu es spéciale, Léa. Ce qu'ils ont fait, c'était contre la nature. Mais ta mère, elle a transformé ça en miracle. Elle t'a rendue humaine. Le silence tomba. Puis un léger bruit, un moteur, au loin. Julien se redressa d'un bond, scrutant la route par la fenêtre brisée. 2 phares approchaient. Ils nous ont retrouvés, souffla-t-il.
Il attrapa Léa par la main, la tira vers la sortie arrière. Mais à peine avait-il franchi la porte qu'une voix résonna. Pas la peine de courir, monsieur Morel. 3 hommes en noir se tenaient là, armés, impassibles. L'un d'eux, plus grand, s'avança. Son regard froid s'attarda sur Léa. L'unité LX-7. Enfin. Le projet est sauf. Julien se plaça devant elle. Elle n'est pas un projet. C'est une enfant. L'homme haussa un sourcil. Vous n'avez aucune idée de ce qu'elle est. Son ADN contient la clé de la régénération cellulaire. Une découverte que sa mère a tenté de nous voler. Julien serra les poings. Sa mère voulait la sauver de vous. Le chef esquissa un sourire glacial. Et regardez ce que ça lui a coûté. Il fit un geste à ses hommes. 2 d'entre eux avancèrent. Julien prit un tisonnier rouillé posé contre le mur et le brandit. Reculez, cria-t-il. Les hommes hésitèrent une seconde. Léa, derrière lui, ferma les yeux. Et soudain, quelque chose changea dans l'air. Un souffle. Une chaleur. Les lampes brisées se mirent à clignoter, les vitres vibrèrent. Julien sentit les cheveux de Léa se dresser sous l'électricité statique. Une lumière dorée jaillit de sa peau. Les hommes reculèrent, effrayés. Qu'est-ce que? Cria l'un d'eux. Léa leva la tête. Ses yeux brillaient d'une lueur presque céleste. La lumière explosa dans un bruit assourdissant. Julien fut projeté contre le mur. Quand il rouvrit les yeux, les hommes gisaient inconscients au sol. La lumière s'éteignait lentement autour d'elle. Elle tomba dans ses bras, épuisée. « Monsieur Julien, j'ai froid. » Il la serra contre lui, la voix tremblante. « C'est fini, ma chérie. C'est fini. » 3 semaines plus tard. Un petit village du sud de la France. Julien, barbe courte, habit simple, vivait désormais sous un faux nom. Léa allait à l'école du coin. Elle riait de nouveau, doucement. Parfois, la nuit, elle se réveillait en sursaut. Et Julien venait s'asseoir près d'elle, lui tenant la main jusqu'à ce qu'elle se rendorme. Mais il savait que le danger n'était pas entièrement écarté. Luxor n'abandonnait jamais. Un soir, alors qu'il rangeait des livres, il trouva une enveloppe glissée sous la porte. Pas de timbre. Pas de nom. Seulement une phrase écrite à la main. Vous ne pouvez pas la cacher pour toujours. Julien leva les yeux vers la fenêtre. Dehors, la lune baignait le champ de lavande d'une lumière blanche. Il entendit Léa rire doucement dans sa chambre. Il serra l'enveloppe dans sa main. Et, pour la première fois, il sourit sans peur. Alors, qu'ils viennent, murmura-t-il. Cette fois, elle ne sera pas seule. La caméra s'élève lentement, montrant la petite maison isolée dans la nuit. Les champs s'étendent à perte de vue. Au loin, une silhouette féminine apparaît un instant dans la brume, Élise, paisible, veillant encore. Le vent souffle, emportant sa dernière parole dans l'obscurité. Protège-la, Julien. Toujours.